Bon. Comme ça arrive encore, mais je pense qu'à un moment, il faut quand même qu'on démarre. Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer aujourd'hui cette table ronde autour de innover par l'expérience client. C'est la première fois qu'on va parler d'expérience client au chemin de l'innovation de Commedia. Donc c'est une première. Et pour me présenter, je suis Hélène Campourcy. Je suis Chief Customer Officer au COMEX d'OVH. J'accompagne 500 personnes à travers 15 pays qui, tous les jours, accompagnent nos clients pour leur délivrer une belle expérience et leur permettre justement de vivre et de reconnaître un certain nombre d'inputs positifs par rapport à une marque qui est celle d'OVH. En parallèle, juste avant d'arriver chez OVH, j'ai passé beaucoup de temps chez le leader mondial de la gestion de l'expérience client multicanal qui s'appelle Téléperformance, où j'ai couvert des fonctions extrêmement variées, de la direction des opérations, la direction générale de filiale, la direction de transformation, et j'ai fini comme VP marketing et innovation. Mon quotidien, il s'accompagne aussi beaucoup dans l'innovation, puisque depuis 3 ans et demi, j'ai créé une association que je préside qui s'appelle Pink Innov et qui aujourd'hui regroupe plus de 200 femmes dirigeantes de l'innovation, qu'elles soient grands groupes, start-upeuses ou indépendantes sur Paris. Voilà. Donc, en tout cas, si on parle d'expérience client en France, c'est encore un buzzword pour certains. Mais on se rend compte que les entreprises commencent progressivement à s'emparer du sujet et souhaitent faire évoluer les choses. Donc les temps changent. On est sur un sujet qui intéresse de plus en plus les marques et je dirais que les entreprises, elles rentrent dans une dynamique, elles s'inscrivent dans une dynamique qui est de dire stop speaking, start doing. Et il est temps. Il est temps, pourquoi ? Parce que vous verrez qu'autour de cette table ronde, on va évoquer quelles sont les tendances qui existent en matière d'expérience client. Alors, en France, il y en a quelques-uns qui apparaissent, mais surtout à l'international. Et quelles sont aujourd'hui les marques qui, effectivement, sont des références en matière d'expérience client. Alors, dans l'expérience client, aujourd'hui, l'expérience client s'empare de l'innovation dans les services pour concevoir des services, des produits sur ce qu'on appelle le mode de pensée design. C'est vrai qu'aujourd'hui, le design de service est en train de prendre le relais sur ce qu'on connaît tous très bien, qui est le lean, tout simplement parce qu'il s'inspire en fait du vécu des collaborateurs et des clients, et ils y intègrent de l'empathie. C'est ce qui fait aujourd'hui cette différence. On partagera avec vous, bien évidemment, ce qu'est cette méthode de la pensée design. Et puis, on vous donnera un cas pratique, une expérience vécue d'implémentation de l'expérience client dans une très grande entreprise qui s'appelle E.ON. Avant de commencer cette table ronde, je vous propose de vous présenter nos intervenants, à commencer par Laurence Baudy. Laurence, tu as 15 ans d'expérience en innovation sur les approches sensibles, analyse sensorielle, études consommateurs. Et en 2011, tu prends vraiment le virage parce que tu y crois de l'économie d'expérience en créant X+M, qui est une agence spécialisée dans l'innovation par l'expérience client pour traiter l'ensemble des problématiques de simplification et de réenchantement de la relation client. Alors, tu interviens dans tous les secteurs, hein, on va dire retail, banque, centre de relations clients aussi, tourisme. Et puis en 2015, tu coécris un livre qui s'appelle L'expérience client, qui est le premier livre en France aux éditions Erol, et dont la préface n'est pas des moindres parce que c'est celle de Joe Pine. Ta conviction, parce que tu en as une, qui est que c'est en prenant... Hein, même plusieurs. Oui, je ne sais pas le dire. C'est qu'en prenant en compte les émotions humaines, dans la conception de services, et notamment pour les services de demain, on peut enchanter les clients, les collaborateurs, mais aussi les actionnaires. Oui, tout à fait. C'est vertueux. Sylvie Daumal, Sylvie. Alors toi, tu es la pionnière du design d'expérience utilisateur en France. Tu
Tu as fondé en 2009 l'UX Paris. Et puis, tu es très actif dans le milieu européen. Alors, pour ceux qui connaissent EuroIA, UX Camp Europe. Et en 2012, tu sors le premier ouvrage sur le sujet aussi chez Herold. Et une nouvelle version est parue en janvier 2018. Tu interviens beaucoup en conférences au niveau international et tu enseignes la discipline au CELSEA, à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Tu as cofondé en 2016 ton entreprise en innovation qui s'appelle We Digital Garden, où tu as une fonction de VP Design. C'est parfait, merci. Merci. Et puis alors, le seul homme de la table ronde, je voudrais le souligner parce que c'est quand même exceptionnel. Généralement, c'est moins équilibré, hein, on va le dire comme ça. Hein. Il y a plutôt que des hommes. Donc, Olivier Morieras. Olivier, toi, tu es un expert charismatique de la conduite du changement et une référence en amélioration de l'expérience client au sein de grandes entreprises internationales, hein, des entreprises de grande taille. Le changement, tu l'as conduit en tant que vice-président de l'expérience client chez E.ON, qui est une entreprise internationale allemande et tu as connu et qui est reconnue aujourd'hui comme étant un cas d'école en termes d'implémentation d'expérience client. C'est l'un des plus grands programmes de transformation de l'expérience client en Europe et qui a touché plus de 33 millions de clients et dans 10 pays. Auparavant, tu étais directeur des services managés sur l'Europe de l'Ouest chez Orange Business Services, puis directeur Consumer Insight and Advocacy pour le périmètre international. Et aujourd'hui, tu es président fondateur de CX Impact et tu accompagnes les grandes entreprises dans leur transformation dans l'expérience client. Moi, j'ai tout bon sur ça. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence par une chose et j'aimerais te poser, toi, la question, Laurence, parce que, alors, il y a beaucoup de buzzwords aujourd'hui autour de l'expérience client. Certains parlent de CX, il y a aussi l'expérience employée, et puis du X. Et je crois qu'il y a pas mal de confusion sur tous ces termes-là. Donc, pour démarrer cette table ronde, j'aimerais bien qu'on éclaire ce qu'est le CX, ce qu'est l'UX, et par la même occasion, du coup, de donner ta vision de l'expérience client. Oui, alors effectivement, l'expérience client, c'est un terme qui est assez polysémique, hein, on l'utilise un peu à toutes les sauces, aussi bien pour parler de marketing client que pour parler de relations clients, que pour parler d'expérience utilisateur, CRM, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas facile d'y voir clair. L'idée, c'est que quand on parle d'expérience client, on parle surtout d'expérience. À la base de l'expérience client, il y a l'expérience, c'est-à-dire un apprentissage par le vécu, une connaissance par le vécu, par les approches sensibles et par les approches humaines. Ce qui suppose, comme le disait Hélène, qu'on ait des approches, qu'on ait des démarches qui soient empathiques et qui partent du client utilisateur ou du collaborateur utilisateur au démarrage de chaque projet. Et c'est bien une approche d'innovation parce qu'on va effectivement engager l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise pour pouvoir mettre en place ces expériences. Alors, les expériences, il y en a de plusieurs sortes. Il y a l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, si on voulait donner la définition, eh bien, c'est l'expérience qui est vécue par un humain quand il est en relation avec une interface digitale, que ce soit une borne, que ce soit un écran, que ce soit une application, que ce soit un mobile. Bref, c'est une interaction humain-digital, en général. L'expérience client, va embarquer l'expérience utilisateur dans le sens où on va l'entendre comme un ensemble de pratiques interdépendantes qui vont favoriser la mise en place de l'innovation dans l'organisation et son déploiement grâce à ces approches centrées sur les utilisateurs. Donc, si on veut parler de ces pratiques, qui sont des pratiques managériales, donc l'expérience client, c'est une nouvelle discipline de gestion. On dit même qu'elle remplace le marketing et qu'elle embarque la fonction innovation dans le marketing.
cette approche va mobiliser des pratiques, comme par exemple des pratiques de voix du client, centrées sur les utilisateurs, avec une grosse partie d'ethnographie, une grosse partie d'interview, une grosse partie de ces pratiques qui vont permettre de mettre l'humain au cœur et d'être au plus près de l'expérience vécue par les gens, sans passer par les études qui forment un biais de notre point de vue entre ce que les gens ressentent et ce que les gens expriment. Donc, par les observations, par ce qu'on appelle des pratiques comme le shadowing, on va effectivement comprendre ce que les gens font et voir ce que les gens ne disent pas et entendre ce que les gens taisent. Donc voilà, on est vraiment dans cette donnée non sollicitée et non structurée qui fait tout le sel de l'expérience et du vécu et qui va nous permettre d'aller dans une dimension beaucoup plus profonde et qui va toucher au pourquoi. Pourquoi les gens font les choses, pourquoi les gens ne font pas les choses, pourquoi les gens ne disent pas les choses, et le comment. Donc nous, le quoi et le combien, ça nous intéresse moyennement, puisqu'on a les études marketing pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les raisons pour lesquelles les gens font ou ne font pas telle ou telle chose. Et quand on touche à cette dimension-là, naturellement, on est plus près des besoins non exprimés des gens. Donc ça, c'est pour la première pratique, c'est la pratique voix du client, qui est en général la porte d'entrée dans l'expérience client. Après, il y a les pratiques de design qui sont représentées ici par Sylvie. Alors, pour faire du design, au risque d'en fâcher un certain nombre parmi vous, il faut des designers. On ne s'improvise pas designer. Designer, c'est un métier, ça s'apprend. On va dans des écoles pour ça. Et un designer n'est pas fait comme moi. Enfin, moi, je suis issue d'une école de commerce. J'ai fait un DEA de gestion. Si je n'ai pas des designers pour faire les expérimentations et les POC qu'on me confie, c'est pas pareil, ça marche pas. C'est pas, voilà, il faut ils sont pas câblés pareil. C'est différent. Elle nous dira, Sylvie, comment est fait un designer, mais c'est pas pareil. Et donc, grâce au design, on va pouvoir concevoir des expériences qui vont être, encore une fois, au plus près des besoins non exprimés, sur la base des observations. Donc, on va déployer les 4 temps de la pensée design, pour ceux qui connaissent le double diamant. Ces approches d'ouverture et de fermeture, on va les dérouler sur ces 4 temps. Donc, la discipline de design, c'est la deuxième discipline de l'expérience client. D'autres disciplines qui sont décrites dans le livre, qui sont aussi des disciplines stratégiques comme la discipline d'alignement, qui va nous permettre de raccourcir l'écart entre ce que la marque promet et ce que la communication raconte et ce que le client vit. Donc on sait très bien que pour 80% des entreprises qui déclarent livrer des expériences extraordinaires, ils ne sont plus que 8% les clients de ces mêmes entreprises à penser la même chose. Donc ce gap qui est le gap perceptuel, il matérialise en fait la déperdition qui existe tout au long du chemin, du parcours d'un produit, d'un service, d'une expérience, et qui fait que très souvent, on est face à des scores de satisfaction extrêmement moyens et on ne comprend pas pourquoi. Et la réponse, on va la chercher sur le terrain, tout simplement. Et puis il y a aussi les pratiques de mesure. Alors les pratiques de déploiement, c'est Olivier qui va nous en parler avec tout ce que ça implique de passer à l'échelle, parce que le POC c'est bien pour pouvoir valider que effectivement l'hypothèse était bonne et que sur le terrain ça marche, ça fonctionne. Maintenant, quand il faut passer à l'échelle et qu'il faut déployer auprès de 30 000 collaborateurs, c'est une autre paire de manches. Et ça, c'est Olivier qui va nous le raconter. Donc, comment on prolonge cet esprit start-up dans le roll-out grâce, encore une fois, au design, mais pas que. Et c'est Olivier qui va nous raconter la belle histoire d'E.ON, qui est un cas, comme disait Hélène, unique, qui n'existe pas en France. Et c'est pour ça que, on a trouvé intéressant qu'Olivier nous le raconte, la mesure, et puis après la gouvernance, parce qu'on est dans du change, on est dans de la transformation. Donc l'expérience client, c'est un sujet d'innovation, mais c'est aussi un sujet de transformation. Et pour transformer, faut installer la gouvernance qui va bien, les instances qui vont bien, faut acculturer aussi l'entreprise, les collaborateurs. Je le dis souvent, l'expérience client, c'est un sujet à la fois de culture et de management. Donc, le comment on fait ça,
Et le pourquoi on y va, c'est aussi important que le qu'est-ce qu'on fait. Hein. Donc voilà, toutes ces questions sont très importantes. Ceci étant dit, on peut se poser la question la suivante, qui est pourquoi tout le monde en parle et pourquoi si peu y vont? Parce que c'est compliqué. Tu allais me la poser, c'est ça? Alors, j'allais te demander si tu pouvais nous donner des exemples inspirants et les grandes tendances par rapport à ça. Voilà. Alors, quand je fais des conférences, on me dit toujours, on me reproche, vos exemples sont anglo-saxons. Eh bien oui. C'est normal. Désolée. Mais en France, il n'y en a pas. Il n'y a pas de champion de l'expérience client. Il y a des champions de la relation client, c'est clair. Moi, si j'ai un champion de l'expérience client à citer, c'est la Maïf. Et je cite toujours la Maïf parce que c'est un exemple qui est super inspirant. Voilà, ils ont déployé en mode assez agile, je dirais, une partie des méthodes et outils de la pensée design, pas tous, mais de toutes les entreprises de services que je connais, françaises, je précise, c'est probablement une de celles qui est la plus en avance. Hein. Voilà, au risque de déplaire les gens de chez Orange, mais bon, voilà. Orange, pour moi, n'est pas si avancé que ça sur le chemin de l'expérience client. Alors, après, les exemples inspirants, on les connaît. Hein. Microsoft, IBM, Procter, ça c'est pour la partie tech, je dirais. Après, dans les services, il y a O2, probablement, en téléphonie. E.ON, pour tout ce qui est énergie. Starbucks, évidemment, Apple, Ritz-Carlton, voilà, Virgin, bien sûr. Voilà, j'en oublie certainement beaucoup. John Lewis, que je cite souvent, hein, qui est meilleur retailer en UK, en Angleterre. Voilà, c'est souvent des boîtes anglo-saxonnes, effectivement, parce que ou asiatiques, hein, parce que quelque part elles sont peut-être moins lentes, moins administratives, et puis le décentrage sur l'humain, ils l'ont déjà fait en fait. C'est un peu dans leur ADN de s'intéresser aux gens, d'être proche des gens, d'être d'être dans le pourquoi, d'être voilà, sans vouloir faire de généralité, hein, mais et en France, hein, bizarrement, les entreprises qui marchent bien sur l'expérience client, vous pouvez les observer parce qu'elles existent. Vous allez dans un Lush. Bon, Lush, c'est pas forcément le meilleur endroit où on aime être parce que c'est assez agressif, on va dire, du point de vue sensoriel. Maintenant, c'est une entreprise qui est pionnière de l'expérience client sur le secteur de la beauté. Voilà. Donc, c'est un bon exemple si on veut observer ça. Apple Store aussi, etc. Voilà, pour les exemples. Merci. Donc, quand on parle d'innover par l'expérience client, on disait tout à l'heure qu'on utilisait des méthodes comme la pensée design. Du coup, ça paraît très conceptuel tant qu'on ne les a pas utilisées ou qu'on ne l'a pas vécu. Sylvie, est-ce que tu pourrais peut-être concrètement nous dire ce que c'est que le design de service et du coup, quels en sont les grands principes qui guident justement cette utilisation de méthodes pour innover ? Alors, la pensée design, comme le disait assez bien Laurence, finalement, c'est une façon assez différente de travailler, de concevoir les choses. C'est une approche d'abord extrêmement modeste et humble qui démarre par l'observation, donc l'observation de ce que visent vraiment les gens. Et parce qu'on va se méfier du déclaratif. Le déclaratif est toujours faux. Donc nous, on va aller vraiment auprès du terrain pour comprendre ce que font les gens. Notamment parce que quand on interroge les gens sur des pratiques qui sont extrêmement intériorisées, qui sont devenues réflexes, ils ne vont même pas penser à vous les exprimer parce que pour eux, c'est entre guillemets évident. Donc c'est tellement évident qu'ils ne le communiquent pas. Or nous, ce dont on a besoin pour penser des services pour eux, c'est de comprendre quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les anime. Et pour comprendre ça, il faut être au plus près, au plus juste en fait, de la réalité humaine. C'est une approche qui est... il faut bien comprendre que le design, c'est pas une approche exacte. C'est une approche qui est fondamentalement créative et toujours un peu approximative. Donc on va essayer d'aller au plus près. Et je pense que ce qui gêne par rapport à nos... on va dire à nos formations universitaires, scolaires,
c'est qu'il faut accepter de ne pas être sur du 100%. Il faut accepter d'être dans des choses qui sont dans le mouvement et l'évolution et l'adaptation et l'amélioration continue. Et nos entreprises, elles ont plutôt été basées sur l'excellence de l'expertise. Donc ce que certains ont critiqué comme étant des silos, en fait, c'était l'organisation la mieux pensée pour avoir les gens les plus experts, les plus qualifiés, les plus expérimentés pour délivrer ce qui était à l'époque essentiellement des produits. Voilà. Et puis le 21e siècle arrivant, la digitalisation, la dématérialisation, on est dans un autre paradigme. Donc aujourd'hui, on a besoin de transverse, on a besoin de voir les choses différemment et on a aussi en face de nous des clients, des utilisateurs qui sont en attente d'autres choses, voilà, notamment de ces expériences. Ces expériences étant des perceptions et des ressentis qui sont fondamentalement subjectifs, voilà, et qui vont varier d'une personne à une autre. Donc on n'est pas sur des choses qui sont monolithiques et qui sont là une fois pour toutes. Donc l'expérience client, je pense, comme le design, c'est des choses qu'il faut penser dans le mouvement. Voilà. Et nous, notre travail, c'est d'être dans la compréhension de ce qui se joue, d'être aussi dans une observation un peu continue et en fait de poser des hypothèses. Et notre travail, c'est de poser des hypothèses, de les tester, de les expérimenter et de continuer à les améliorer, on va dire, tout le temps. Et on va faire ça en fait dans une approche qui, à nouveau, n'est pas du tout notre approche, on va dire, cartésienne. On a toujours cette habitude en France de se dire qu'il y a ceux qui pensent et ceux qui font. Ceux qui pensent seraient les personnes les plus intelligentes. Ceux qui font seraient des exécutants, voilà, des exécutants, je ne peux pas dire mieux. Et donc, on a tort de mettre toujours la décision, et pratiquement toutes les décisions, même les décisions qui relèvent de l'opérationnel, en fait, sur la tête. Ce qui fait qu'en fait, on n'arrive jamais à avancer parce que le temps qu'on décide, qu'on pose le fait qu'il faut que quelqu'un décide, que ça remonte jusqu'en bout pour que la décision soit prise, en général peu informée parce que tous les éléments d'information ne sont pas remontés avec le besoin d'informer et que ça redescende, pendant tout ce temps-là, en fait, rien ne s'est passé. Donc dans le design, nous, on ne pense pas les choses comme ça. Nous, on est dans un travail où penser et faire sont juste les deux facettes de la même action. Et si vous réfléchissez à vos propres pratiques, si vous faites de la musique, si vous écrivez un texte, si vous faites un dessin, si vous faites un schéma, vous n'êtes pas avec le schéma ou le dessin ou la peinture qui serait faite d'emblée dans votre tête et puis ensuite votre main qui serait dans l'exécution de la chose. Et quand vous écrivez, en fait, chaque phrase qui arrive vous amène à penser autre chose et c'est une conversation que vous avez avec votre propre pensée. Et c'est la même chose en design. La même chose en design, on met les choses, on avance, on a des accidents heureux, on a des choses qui nous obligent à pivoter, voilà. Et on est dans ce penser, ce faire, et qui s'incarne dans un prototype, et ce prototype va être systématiquement testé. Donc on a plein de méthodes pour tester les choses, on en invente tous les jours, en particulier dans le service. Et c'est ce qui va faire que au fur et à mesure, on va essayer d'être de plus en plus juste par rapport aux problèmes posés, par rapport à la question posée, mais on va dire, pas avoir une approche d'expertise et de certitude. On va essayer de gagner un maximum de certitude sur l'efficacité de ce qu'on fait, mais on va toujours avoir cette démarche un peu, on va dire, humble et modeste par rapport à la matière qu'on travaille. Alors du coup, quand une entreprise veut innover avec cette méthode, quel dispositif elle doit mettre en place ? Alors, pour faire les choses très simplement, pour moi, le premier point, c'est décider d'un problème à traiter. Voilà, parce que le design, en fait, s'appuie sur une problématique. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de design. Donc, la première question, c'est quel est le problème ? Voilà, et définir le problème. Le problème, c'est, attention, le problème, c'est pas gagner de l'argent. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est un vœu pieux. Au mieux, c'est une conséquence de quelque chose qu'on aura réussi. Mais ça, c'est pas un problème. C'est quel est le problème du côté du client, du côté de l'utilisateur, et quel est le problème du côté de l'entreprise. Donc d'abord, on commence sur un problème qu'on va poser, qu'on va essayer de cerner au mieux. Et ensuite, on fait une toute petite marche.
Ça, c'est aussi l'autre chose, c'est qu'il faut éviter les projets pharaoniques sur un nombre de mois ou d'années complètement délirants, avec des effets tunnels. Il faut choisir des choses petites dans lesquelles on mesure l'efficacité. Et en fait, il faut commencer tout petit sur un problème, on améliore. Et en fait, c'est aussi en améliorant et en voyant l'amélioration qui est apportée que petit à petit, on va pouvoir embarquer les équipes. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir embarquer les équipes en interne, fédérer les gens, aligner, montrer le bénéfice qui en sort. Et pour moi, c'est petit et un problème. Merci. Bon, on a vu ce qu'était la discipline de l'expérience client grâce à Laurence, la méthode de design avec Sylvie. Passons au cas pratique. Donc du coup, la première question qui me vient en tout cas, c'est d'abord quand, comment et pourquoi on décide de lancer un projet d'expérience client. Bonjour à tous, merci de l'invitation. C'est avec beaucoup d'humilité d'ailleurs que je vais partager mon expérience, parce qu'après la théorie, mais aussi la pratique que l'on vient d'entendre de Sylvie et de Laurence, elles en parlent tellement bien. Vous allez entendre ici le café du commerce. Je n'ai jamais travaillé en France, j'ai toujours agi dans des groupes internationaux en dehors de France, et donc je vais un peu tailler un short à ce que l'on vient d'entendre. Pourquoi dans le groupe E.ON, en 2012, on est 80 000. On fait un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on perd un client toutes les 5 secondes. On est au lendemain de Fukushima. La réputation des acteurs de l'énergie dans le monde est terrible. D'ailleurs, petite anecdote, mais c'est très très important pour que vous puissiez visualiser la chose. Le siège en Angleterre, là où j'étais basé lors de ma première année au sein d'E.ON, était juste à côté de Leicester Square. Et lorsque j'arrive, il y a une femme nue collée à la superglue sur la baie vitrée du bureau du CEO en Angleterre. Et pour vous dire à quel point on était détesté. Pour ceux qui connaissent un peu le marché en Angleterre, ça a été celui qui a été libéralisé le premier en Europe. Et extrêmement agressivement, on a donné l'opportunité aux petits opérateurs, aux nouveaux entrants de rentrer. Donc pourquoi ? Il y a ce que moi j'appelle la maison brûle, the burning platform, qui est la menace. Donc on nous déteste, on souhaite aller vers le renouvelable, on est un acteur nucléaire de grande ampleur, deuxième européen après EDF, et donc nos clients nous quittent. Et si nos clients continuent de nous quitter à la vitesse à laquelle ils le faisaient, on avait 20-25% de churn en Angleterre, en 5 ans, on allait disparaître. Donc la menace. L'opportunité, c'est de passer à la vente d'électrons et de molécules, à la vente de solutions, et de faire rêver nos clients et de s'accomplir, de donner à nos générations un futur qui soit beaucoup plus vert, durable, en vendant de l'immobilité, des panneaux solaires, mais pour ce faire, c'est-à-dire faire passer un client qui investit chaque mois en moyenne en Europe 150 € dans sa facture énergétique à des investissements qui sont de plusieurs milliers d'euros, il faut qu'il y ait de la confiance. Et donc, afin d'établir cette confiance, il a fallu améliorer l'expérience client. Donc ça, c'est le pourquoi. Des menaces et des opportunités. Il a fallu que l'on arrive à convaincre le COMEX de cette entreprise gigantesque qui était centralisée, énormément centralisée, donc le siège est en Allemagne, que c'est les clients, le futur de l'entreprise est entre les mains de leurs clients et non plus dans la distribution, l'innovation, la génération et le courtage dans l'énergie, ce qui était le cas jusqu'à présent. Les marges dans cette phase, dans ces domaines qui sont en amont, les marges vont décroître et on pense que les marges vont augmenter en aval, c'est-à-dire dans les solutions. On arrive à les convaincre, le CEO prend le sujet à bras-le-corps et là on crée une promesse d'améliorer la vie de nos clients au quotidien et c'est une raison d'être que l'on crée. Et je prononce ce mot, c'est très très important. Jean-Dominique Sénard, le CEO de Michelin, en a parlé il y a peu de temps en France. C'est fondamental si vous cherchez à transformer l'expérience de tous vos clients à travers tous les points d'interaction pour qu'une expérience soit mémorisée et qu'elle soit différenciée ou différenciante. Il faut qu'elle soit mémorisée et pour ce faire, elle doit avoir un sens et elle doit être distincte. Donc on a créé cette raison d'être
qui a été décliné à travers toute l'entreprise, et j'ai eu le privilège de piloter ce changement. Alors, concrètement, Olivier, par quoi on commence ? Quelle gouvernance mettons en place ? Et surtout, une chose qui, à mon sens, est importante, quel dogme on doit complètement changer, supprimer, parce que c'est quand même un changement de culture. Je pourrais parler très très longtemps de... Donc j'ai passé 6 ans, et c'est professionnellement les 6 plus belles années de ma vie, puisqu'on était parmi les plus détestés en Europe. Et E.ON a été élu à la fin de l'année dernière meilleure marque mondiale de l'énergie. Ils ont fait, je les ai quittés, je dis j'ai du mal à divorcer de cette entreprise, mais ils ont fait un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, alors qu'ils ont eu des pertes pendant 5 ans. Et viennent d'acquérir leur deuxième plus gros concurrent en Allemagne, qui s'appelle RWE ou Innogy. Et donc, ce chemin en 5 ans a été fait parce qu'il a fallu faire comprendre à des docteurs allemands, quasiment que des docteurs allemands, et en particulier des hommes, donc qui n'utilisent que la moitié de leur cerveau, qu'ils doivent penser de l'extérieur vers l'intérieur, d'être à l'écoute de leurs clients et de faire preuve d'empathie dans leur prise de décision. Et ça a été extrêmement difficile. Surtout lorsqu'on a affaire à des gens qui n'ont jamais rencontré de clients, des décideurs qui ne payent pas leurs factures, 200 € pour un décideur dans une entreprise de cette taille, c'est absolument indolore. Ils ne savent d'ailleurs, pour certains, ce que j'ai trouvé incroyable, même pas qui est leur fournisseur d'énergie. Donc voilà le point de départ. Et pour ce faire, on les a fait rencontrer des clients en mode écoute. C'est ce que j'appelle des sessions d'immersion client. Alors, le mot n'est pas très beau, mais ce sont des sessions d'immersion où, après le travail, on enlève notre cravate, on remonte ses manches, et dans un environnement très sécurisé, où ils souhaiteront revenir, ils sont en mode écoute, on pose sur une thématique particulière, donc des agences nous aident à recruter les bons clients sur cette thématique, et on est en mode écoute, et on apprend ainsi que, par exemple, une facture qui a l'air fausse, finalement, les causes racines ne sont absolument pas là. On apprend aussi que les racines ne sont pas simplement sur le fait que la facture soit compliquée, mais que l'on demande à une vieille dame qui a des problèmes de vision d'aller regarder dans sa cave, elle n'est pas descendue dans sa cave depuis un certain nombre de mois, voire d'années, d'aller faire un relevé de compteur. Elle remonte avec une erreur, et l'erreur s'inscrit dans le système, qui est d'une telle taille et complexité qu'on ne peut pas faire machine arrière. Ces histoires, qui sont extrêmement impactantes, on commence à développer cette empathie. Donc ça, c'est un premier facteur. Les dogmes, c'est commencer petit, on l'a entendu, c'est extrêmement important de commencer petit. Si vous commencez grand, vous prenez des risques. Je sais de quoi je parle, vous allez vous fatiguer, parce que vous allez pousser une entreprise qui ne souhaite pas y aller. Donc il faut commencer petit et montrer qu'il y a des bénéfices pour tous, pour vos clients, que l'on traduit cette raison d'être, cette promesse, en une réalité, et qui, in fine, et c'est un effet secondaire, va améliorer votre profitabilité. Mais la raison première, c'est de traduire cette raison d'être en quelque chose que vos clients vont percevoir chaque jour, à chaque interaction. Ça, c'est donc commencer petit, c'est faire des tests, essayer de passer sous le radar de l'approbation d'un business case. Investissez 10 000, 15 000, 20 000 €. Faites des pilotes, prototypez, testez, revenez, faites des itérations. C'est extrêmement simple de faire ça. Vous pouvez investir quelques milliers d'euros pour prouver le cas. Et après, vous passez à l'échelle. Les premiers tests que l'on a faits, on a démontré des bénéfices de l'ordre de quelques milliers de livres. On l'a fait en Angleterre. Et alors, je sais que le chiffre a l'air très, très grand, mais on a, sur 2 ans, pour le lancement du programme, en 2012 et 2013, on a investi 26 millions d'euros dans le dispositif. Mais on a pu le faire uniquement parce qu'on a commencé tout petit
et que les preuves étaient irréfutables. Et là, on a créé un appel d'air. Et j'ai dû surfer un appel d'air qui était considérable et dû dépenser 25 millions d'euros en 2 ans, ce qui était assez difficile en soi. Mais ceci dit, 26 millions d'euros sur 2 ans, ça représente 50 centimes par client. Et lorsque vous expliquez que vous allez améliorer avec 50 centimes l'expérience des clients, ils ne vous croient pas, c'est très très peu. Voilà, donc ça c'est des dogmes et des principes de fond que je peux partager avec vous. Il y en a bien d'autres, mais cela me semble assez important. Donc, générer de l'empathie, faites comprendre l'impact que vous avez sur la vie de vos clients et n'essayez pas de créer quelque chose de titanesque, comme Sylvie l'a expliqué. Alors, on a vu la gouvernance, on a vu les dogmes, mais en même temps, il faut embarquer les collaborateurs parce que c'est eux qui sont en contact au quotidien avec les clients. Donc, il se passe quoi sur les 30 000 collaborateurs E.ON quand on décide d'aller vers cette expérience client ? Je me suis trompé sur la gouvernance et je l'ai réalisé au bout de 2 ans et demi, 3 ans. On était une organisation très centralisée et j'ai souhaité tirer profit de cette centralisation et dire aux collaborateurs quoi faire. En particulier dans une entreprise allemande, c'est très simple à faire. Vous avez une puissance, il y a des chevaux sous le capot et vous avez une puissance considérable. La hiérarchie, c'est assez différent de la France où on conteste beaucoup, je crois. Là, on ne conteste pas. Dès lors que tout le monde est aligné sur cette raison d'être, et on comprend pourquoi, on y va. Et ce que j'ai en revanche pas compris, c'est que l'impact du design dans l'expérience est optimal lorsque l'on y croit. Et lorsque ça devient quelque chose avec lequel on développe une connexion émotionnelle, puisque au fond, c'est quelque chose d'humain. Donc il faut développer cette connexion émotionnelle. Et au bout d'un certain temps, donc on a testé une décentralisation de la gouvernance où on décidait dans des gouvernances, dans des comités à la tête de chacun des pays et des segments, de quels étaient les irritants, quels étaient les projets, etc. Donc on améliorait tout ça, mais on a rapidement atteint un plateau en termes d'expérience client et de bénéfices. Et là, on a testé le design tel qu'il vient de vous l'être expliqué, et les résultats étaient extraordinaires. Extraordinaires parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est que nous, en fait, les preneurs de décision ne connaissaient pas les clients. Il faut avoir les clients en contact au quotidien pour pouvoir prendre des décisions. Et d'ailleurs, les besoins des clients changent tellement vite qu'il faut pouvoir réitérer, changer, prototyper en continu. Et donc, on a formé au Design Thinking 1500 collaborateurs qui sont devenus ambassadeurs de la discipline et qui formaient d'autres collaborateurs dans les pays. Et ainsi, on a créé véritablement un raz-de-marée de design à travers l'entreprise et qui a été un accélérateur extraordinaire de leur croissance. Oui, parce qu'en même temps, c'est une forme de responsabilisation des collaborateurs qui permettent effectivement de faire avancer. Et c'est eux qui sont au plus près du terrain, en tout cas, et qui comprennent les problématiques des clients. Du coup, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les grandes leçons que tu retiens en tout cas de cette expérience, et si tu avais des conseils à donner, des grandes guidelines à apporter, tu dirais quoi ? Alors avec pas mal de recul, et aujourd'hui j'ai décidé de partager ce que j'avais eu la chance d'acquérir en termes d'expérience. Et lorsque je rencontre des entreprises, je crois que l'orientation client d'une entreprise a quelque chose à voir avec l'ADN de son CEO. Et que c'est quelque chose qui s'apprend, mais ça prend énormément de temps. Alors pour ceux d'entre vous qui sont responsables de l'amélioration de l'expérience client ou de l'innovation, n'oubliez pas de travailler sur essayer de faire monter en maturité l'orientation de client de votre CEO. Et ça passe par lui réécrire sa description de poste, d'écrire des scripts, afin lorsqu'il prend la parole, ils savent quoi dire, ça ne s'invente pas. Et vous saviez mieux que lui ce qu'il doit dire. Donc ça, c'est une... Et il faut être courageux. Si la porte est fermée, trouvez les moyens d'ouvrir cette porte et qu'elle reste ouverte
en continu. D'ailleurs, les CEO adorent rencontrer des clients dans un mode sécurisé, donc c'est un bon moyen de l'y aider. Je pense que ça, c'est... Donc si vous n'avez pas l'ADN, la volonté de changer les choses et de véritablement mettre le client au centre de votre entreprise, commencez par là ou n'y allez pas. Parce que vous allez vous épuiser et dès lors qu'il y a de nouvelles vagues de ce qu'on appelle excellence opérationnelle, operational excellence, ou de lean, ou de transformation d'acquisition, vos efforts seront balayés. Merci. Un petit mot de conclusion pour chacun d'entre vous, si vous le souhaitez. Il nous restera peut-être 2 minutes pour poser des questions. Pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, voilà, il faut de l'audace pour faire ça. Il faut être courageux. C'est une forme de... Je ne sais pas, oui, il faut être un peu fou, peut-être. Mais ça marche. Et ça paye super bien. Voilà. Toutes les démarches d'expérience client qui ont été déployées jusqu'au bout ont été portées par des CEO charismatiques et courageux et voilà, audacieux. C'est pour ça que c'est important qu'ils aient un poids auprès de l'actionnariat important. Voilà, et ça a réussi, ça a bien marché. Voilà, donc allez-y, foncez. Oui, alors en préparant cette table ronde, on a un peu échangé, on a discuté. Pour moi, en fait, le 21e siècle va nous poser des petits problèmes de surpopulation, de rareté des ressources. Et il va falloir quand même tirer l'humain vers le haut. Voilà. Et je pense que les entreprises qui vont vraiment réussir à traverser tout ça et à créer de la valeur, c'est celles qui vont justement travailler sur cette part d'humanité pour toujours l'améliorer et toujours remonter. Donc c'est une vraie raison pour laquelle il faut s'occuper de ça. C'est que les problèmes qui nous attendent sont très importants et il faut absolument les prendre dans le bon sens. Donc on est tous motivés et portés là-dessus. Oui, mais je vous encourage à, quand vous rentrez chez vous, trouver dans votre budget ce qu'il faut pour juste commencer et tester l'approche. Il faut y aller. Et n'oubliez pas que lorsque vous testez l'approche, il va falloir que vous puissiez traduire les résultats que vous verrez, qui seront positifs nécessairement, dans le langage des preneurs de décision, c'est-à-dire en particulier votre directeur financier, votre CEO, et donc essayer de trouver quel est le résultat économique positif que vous pouvez montrer de cet investissement et en quoi est-ce que le ROI justifie de passer à la vitesse supérieure. Faites-le rapidement, parce que si vous attendez, d'autres le feront à votre place. Bon, première question, du coup, je peux passer mon micro. Alors bonjour, je voulais faire déjà deux commentaires par rapport à ce qui n'a pas été dit. Alors premièrement, de faire des comparaisons entre le Royaume-Uni et la France en termes de service client, expérience client, moi je pense qu'on fait fausse route. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même des antécédents historiques et culturels qui n'ont pas été mentionnés. Vous prenez l'exemple de la John Lewis Partnership. Il faut savoir que c'est les salariés qui sont complètement actionnaires de leur entreprise, que déjà ça veut dire qu'il y a de l'empowerment qui pousse à ce service client. Donc ça, déjà, je pense qu'il est quand même essentiel d'en parler. Après, vous dites aussi qu'Orange, effectivement, Orange en tant que telco étant un peu en manque d'innovation, peut-être qu'on peut lui reprocher ça. Mais aujourd'hui, au-delà de l'empathie, les consommateurs cherchent très clairement une solution. Ils veulent qu'on leur apporte une solution. Ils ne veulent pas qu'on leur apporte de l'empathie. Limite, si on leur apportait une solution sans empathie, ils seraient quand même satisfaits. Ça, je pense que c'est très important. Et deuxième chose, on n'a pas parlé de la data. Moi, aujourd'hui, ma start-up, elle est focalisée sur ce que disent les gens à l'instant T pour mieux comprendre par la suite ce qu'ils disent justement au niveau de
du déclaratif quand on les questionne. Le déclaratif a un sens. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Cependant, je pense qu'il faut aller aussi voir les gens qui ne savent pas comment donner leur avis. Moi, je pense que le déclaratif a quand même une valeur très importante. Et il faut trouver un équilibre entre apporter... non, mais je termine mon propos, si vous voulez bien. Voilà, c'est important de trouver le juste milieu entre une supposition et ce qui est sur le terrain et comment le faire remonter, peut-être par le biais de la data. C'est moi qui vais vous répondre, si vous en êtes d'accord. Moi, je vais vous partager mon expérience. Aujourd'hui, j'ai 500 personnes dans le monde. Ils ne sont pas actionnaires d'OVH. Pour autant, aujourd'hui, on a des collaborateurs sur lesquels moi, je travaille tous les jours sur le bien-être au travail et à qui j'ai appris à faire de l'expérience client. Aujourd'hui, quand vous interrogez ces collaborateurs, et c'est aussi du déclaratif, puisqu'on parle data, j'ai un NPS qui recommande de travailler dans mon département à hauteur de 82%. Si on parle des clients, tous les jours, j'interroge mes clients, soit après une conversation téléphonique, et lorsqu'on propose aux clients de répondre à ces conversations téléphoniques, pour encore donner des chiffres, 50% des clients répondent et nous donnent une note sur l'expérience qu'ils ont vécue avec les collaborateurs et l'empathie qu'ils ont appris à avoir, parce que les collaborateurs avec lesquels je travaille sont chez OVH, c'est de la haute technologie, ce sont des geeks. Et ils ont appris à s'adapter aux clients. Et on a une note de 9,45 sur 10. Aujourd'hui, le NPS de nos activités est à plus de 50%. Donc je pense que c'est aussi parce que ça fait partie de l'ADN de s'intéresser à nos collaborateurs, à leur bien-être, de s'intéresser à nos clients et de comprendre ce qu'est nos clients. Mais je peux vous assurer une chose, lorsque je suis arrivée chez OVH, les clients ne répondaient pas ni au NPS, ni aux enquêtes donc à chaud, ni aux enquêtes à froid. Seulement 10% des clients répondaient avec une note inférieure à 8. Depuis qu'on a travaillé sur l'expérience, l'empathie, la compréhension de leurs besoins, de leurs demandes et en s'adaptant à eux, on a fait des miracles. Et il n'y a pas que la data. La data permet effectivement, si on veut aller plus loin, d'être dans des logiques de prédictabilité des comportements des clients pour avoir la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est aussi de mieux comprendre leurs attentes pour développer des produits sur des logiques de design en partant de l'usage. Donc, ce n'est pas une science exacte. Mais ça permet uniquement d'alimenter un certain nombre de choses, d'informations, pour mieux comprendre les clients. Mais surtout une chose, de montrer à l'entreprise qu'on ne crée pas ses process en partant de l'entreprise, mais en se mettant dans les chaussures des clients pour que justement ça soit adapté, que ça soit sur le digital, que ce soit au quotidien, sur tout simplement l'expérience qu'ils vivent avec la marque. Ne ramenons pas tout à la data. Je pense que sans empathie, sans lien humain dans la relation client, on ne fait pas d'expérience. On a peut-être le temps encore d'une question, peut-être, si on ne se fait pas sortir de la salle parce qu'il y a d'autres... Non, je crois que j'ai clôturé le sujet. Bon, ben parfait, écoutez, j'en suis désolée, mais tout le monde est disponible pour échanger avec vous, en tout cas, surtout que ce soit Laurence, Sylvie ou Olivier. Merci à tous. Merci beaucoup.